Bonsoir et bienvenue, chers abonnés et téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue, chers abonnés et téléspectateurs de la plateforme Hero Media. Dans votre émission Questions indirectes, nous sommes fiers de recevoir ce soir comme invité le président de l'Union des forces de progrès, Dr. M. Mohamed Ould-Mouloud. Salut, bienvenue, Monsieur le Président. Merci de votre invitation. On est là pour discuter dans cette émission, discuter avec vous les principaux événements politiques et débattre dans le sujet de la plainte contre le président de l'Irak, Biram Abedi. D'abord, quel est votre message au monde concernant le génocide du peuple palestinien à Gaza? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala nabiy al-Karim. Je vous remercie d'avoir posé cette première question. Et, les Mauritaniens, tous les peuples du monde aujourd'hui, et bien sûr nous-mêmes, et chacun de nous, nos partis, nos institutions, chaque citoyen mauritanien et moi-même sommes extrêmement meurtris par l'impuissance et aussi l'impuissance que nous avons à assister à cette tragédie, à ce génocide en cours à ciel ouvert devant le monde entier. Et nous sommes aussi extrêmement meurtris par l'attitude des régimes arabes, des régimes musulmans, des régimes libres dans le monde, qui laissent faire comme si le fait de tuer les vies palestiniennes, ça ne compte pas. On peut en tuer chaque jour 100, 200, 300. C'est quelque chose de qui est tout à fait ordinaire. C'est vraiment un monde horrible que nous sommes en train de vivre. Bon, j'espère bien que, grâce à la résistance héroïque du peuple palestinien, bien sûr, l'hypocrisie, la lâcheté qui est apparue nous permettra tous et au peuple du monde de savoir ce qu'il faut faire et qu'il y ait une véritable solidarité des peuples du monde pour en finir avec ce colonialisme abject qu'est l'État israélien et ses pratiques de colonisation et ses pratiques de génocide. Arrêtez ce génocide. C'est un génocide à ciel ouvert. C'est une complicité aussi manifeste de ce qu'on appelle les grandes puissances occidentales, particulièrement les États-Unis. Et je pense qu'ils ont complètement détruit l'illusion qu'avait le monde sur leur attachement aux droits de l'homme, sur leur attachement à la liberté. Aujourd'hui, on voit très bien que leur intérêt peut les conduire à soutenir un autre holocauste, celui-là contre le peuple palestinien. Merci de cette réponse. Après l'annonce de la décision du tribunal de lever les accusations contre l'ancien président, d'un oui du chef d'accusation de mauvaise gestion, quel est votre commentaire sur cette décision? Bon, voyez-vous, il est certain que tous les pouvoirs sont comptables de leur gestion des affaires publiques durant leur mandat. Et que lorsqu'ils commettent des erreurs graves, ils doivent rendre compte. Et je crois que la commission d'enquête parlementaire, c'est à ça que sert le Parlement, a permis de jeter la lumière sur la gestion de l'ancien régime et de découvrir effectivement des
une gestion catastrophique dans beaucoup de domaines. Et ils n'étaient pas membres de ce régime. Non, ça je parle de la commission parlementaire. Maintenant, l'affaire de la justice, le dossier ayant été remis à la justice, le processus judiciaire, c'est autre chose. Et comment ça s'est passé, comment il y a eu de 300, on est arrivé à 13, comment le déroulement du procès, je pense que le déroulement du procès a été quand même quelque chose de public et ça a permis de voir un peu beaucoup d'écouter tout le monde de façon contradictoire. Maintenant, la décision de la Cour, moi, je ne peux pas la commenter. Ok. Concernant la plainte contre le député président d'Iran, Biram Labi, il n'y a pas d'autre option qui permette d'éviter des recours à la justice. Voilà une question sur laquelle nous avons beaucoup réfléchi. Parce que, et c'est le contexte qui peut expliquer pourquoi nous avons eu recours à la justice. Un contexte que tout le monde ne connaît pas. C'est que depuis quelque temps, des observateurs d'ailleurs peuvent en témoigner, Biram, dans toutes ses interviews multiples qu'il fait, lorsqu'il parle de l'opposition, il s'autorise à nous attaquer directement et méchamment, et de tous les partis d'opposition à cibler l'UFP précisément et de plus en plus à me cibler personnellement. Ça, c'est depuis le lendemain des élections. Et à nous qualifier de tous les mots, que nous sommes plus de l'opposition, que nous sommes avec le pouvoir, tout ce que lui, il pense péjorant dans son discours. Mais tant que c'était des critiques politiques, bon, elles sont injustes, mais de toutes les façons, ça ne suscite pas chez nous un grand émoi. Mais il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, il s'est permis de faire une accusation extrêmement grave, c'est-à-dire nous accuser d'un crime d'incitation au meurtre contre les auteurs du putsch manqué de 1987. Vous imaginez, nous accuser d'avoir incité le président Maouia de les exécuter. Et ça, il le dit comme ça, une accusation gratuite, pour nous porter le plus de préjudice à 1 million d'euros africains. Parce que lui, il est à la recherche de peut-être de l'électorat dans sa stratégie électorale. Mais comment on peut s'autoriser à faire des choses comme ça, à dire des choses comme ça, aussi gratuites? Et d'autant plus qu'il le dit d'un parti qui est connu pour être un parti qui s'est dressé contre l'orientation chauvine prise par le pouvoir à partir de 1987. S'il y a un mouvement ou des personnes qui se sont dressées contre cette dérive raciste du pouvoir à partir de 1987, c'est bien nous. À l'époque, on était bien Mendé. Et tout le monde sait que nous avons fait sortir une déclaration en 1987 dont l'objet principal était de dénoncer la nouvelle dérive qui avait pour objectif de mater les Halpoula. C'était ça l'objectif. C'était une décision prise par le comité militaire en réaction à la tentative du putsch. Et cette orientation était tellement porteuse de développement extrêmement grave que nous avons dénoncé très tôt. Nous sommes les seuls à l'avoir dénoncé dans cette déclaration de 1987. Évidemment, les contradicteurs à l'époque, surtout les flammes à l'époque, n'ont pas voulu voir ça. Pourtant, c'est le plus important. Ils ont voulu voir le fait que nous nous sommes démarqués du coup d'État. Non, parce que à l'époque, nous les avons critiqués d'avoir poussé les jeunes à faire une aventure de putsch. Mais à partir de ce jour-là, de cette déclaration, nous n'avons cessé de combattre cette orientation et de mettre en garde le pouvoir militaire contre cette orientation. Et lorsqu'il y a eu des développements graves, il y a effectivement une épuration
dans l'administration, une opération, puis dans l'armée, une opération même ethnique dans l'armée. Et puis ça a débouché sur des massacres. Et qui s'est dressé contre ça, c'est nous. Regardez dans la scène politique, qui s'est dressé contre? Qui a eu le courage de publier une déclaration en plein avril 89, alors que les hordes sillonnaient les rues de Nouakchott pour tuer les Sénégalais. C'est nous. Il y a évidemment avec nous, c'est vrai, Conscience et Résistance qui ont eu le courage, un courage admirable, de publier aussi une déclaration contre ça. Mais c'est tout. C'est le MND, Conscience et Résistance. Et nous avons continué à nous battre pour protéger les familles. Nous avons continué à nous battre aussi contre cette orientation qui allait plonger le pays dans la guerre civile. Ce que nous avons fait, ce qu'ont fait les militants du MND à l'époque, pour éviter au pays que se déclenche une guerre civile, vous ne pouvez pas le savoir. Nous avons envoyé des militants dans les camps de réfugiés au Sénégal. Et ils ont connu l'exil, ils ont connu tout ça pour éviter que, par réaction aveugle, on rentre dans une guerre entre populations. Et nous avons nous-mêmes connu l'exil. Moi, j'ai connu l'exil avec Gourmaud, en France, pendant 2 ans, à cause de cette affaire-là. Alors, nous sommes vraiment étonnés que quelqu'un qui ne s'est jamais occupé de ce problème, sauf à partir de 2008, se permette de faire cette accusation gratuite. Donc, je voulais vous dire que déjà, il a fait cette accusation grossière. Et évidemment, notre réaction a été de lui demander de se rectifier, de retirer ce qu'il a dit, de s'excuser. Et nous avons attendu. Et il a une attitude dilatoire, et en réalité, finalement, il a refusé de se rectifier, il a refusé de s'excuser, et il a enchaîné dans des attaques contre l'UFP. C'est dans ce contexte qu'est venue cette nouvelle attaque. Cette nouvelle attaque aussi, il faut connaître son contexte. C'est que lui, il va aux élections. Et il sait tout le mal que lui a créé la révélation aux forces ouvrées des montants importants qu'il aurait reçus et qui ne se sont pas manifestés dans sa campagne. Ça lui a créé une crise de confiance avec les siens. Il y a eu même des démissions chez lui, des départs. Et il ne cesse depuis 2020 de répéter qu'on ne lui a donné que les slalir, c'est-à-dire les restes qu'on donne à celui qui égorge le mouton. Mais il ne cesse de répéter ça, c'est pour essayer de rattraper cette crise de confiance, de corriger cette crise de confiance. Donc il mesure très bien tout le mal que peut faire une information de ce genre. Alors si lui, il continue à avoir besoin toujours de répéter qu'il n'a rien reçu sur les salariés, pourquoi il veut transférer chez nous une crise pareille, en disant que nous avons reçu une somme extrêmement importante, 500 millions, ça, on ne sait même pas comment on peut obtenir ça. Et donc, alors que moi, en 2019, j'étais candidat de l'UFP, les gens de l'UFP ont confiance en moi, ils comprendront qu'il n'y a aucun doute en moi, mais j'avais avec moi des alliés, des partis alliés, j'avais le RFD, j'avais l'UNAD, j'avais des mouvements de jeunes qui étaient avec nous, et ils ont connu des difficultés énormes pour conduire cette campagne. Ils n'avaient rien. C'était vraiment au jour le jour. Donc, comment se fait-il que le candidat ait reçu 500 millions et que la campagne finalement était ce qu'elle était? Donc, ça va créer une crise de confiance énorme, comme lui, il l'a connu. Et donc, ça, il le sait. Et d'ailleurs, dans sa dernière déclaration sur l'affaire, il a tenu à me prendre pour témoin. Lorsqu'il disait que, voilà, tel a reçu, Vlan a reçu 500 millions, et il m'écoute. Donc il me prend à témoin. Si on ne réagit pas, on confirme. C'est vrai, j'ai réagi, j'ai démenti. Mais ça, c'est sa parole contre ma parole. D'ailleurs, l'un de vos blogueurs a dit qui croire. Vlan ou Allah Biran. Donc ça ne règle pas le problème, effectivement.
C'est pourquoi, pour que la chose soit tout à fait claire, pour qu'il n'y ait pas de doute sur cette accusation fallacieuse, nous n'avons pas d'autre recours que de porter la chose devant la justice, parce que lui, de toutes les façons, il va refuser de s'excuser, il va refuser de retirer. Parce que je vous ai dit qu'on venait d'une affaire plus grave et il a toujours refusé de s'excuser. Donc c'est parce que nous désespérons totalement qu'il se rectifie. Et pour nous, ma déclaration va peut-être édifier ceux qui nous connaissent, mais ne permettra pas à d'autres de se fixer sur cette affaire-là. C'est pourquoi nous avons eu ce recours. Voilà. Bien, avez-vous consulté votre frère et ami, le président Massoud El-Berkher, avant de décider de porter plainte? Non, pourquoi le consulter? Comme un frère et ami? Comment le consulter? Non, si on pensait que Biram pouvait se rectifier, il se serait contenté de m'entendre dire que ce n'est pas vrai et de s'apercevoir qu'il a commis une grosse faute et que donc il se rend compte qu'il n'a pas de données, il n'a pas de preuves, et lui-même il réagit rapidement pour dire oui, peut-être que je me suis avancé trop, peut-être que je n'ai pas de preuves, je m'en excuse. C'est comme ça la réaction normale. C'est vrai. La réaction normale de quelqu'un qui a accusé injustement même un adversaire, c'est de se rectifier. D'autant plus je sais que ça porte tort à l'honneur. Et que mon honneur, moi, est plus important pour moi que ma candidature à l'élection présidentielle, à plus forte raison que sa candidature, lui. Lui, aujourd'hui, il dit, bon, moi, on veut porter atteinte à ma candidature. Il aurait voulu que moi, j'accepte qu'il porte atteinte à mon honneur et que j'attends que lui, il fasse... que ce qui peut porter atteinte à sa candidature, ça a la primauté. Non, ça n'a pas de sens. D'autant plus que ça ne peut porter tort à sa candidature que si ce qu'il a dit est faux. Si ce qu'il a dit est vrai, pourquoi il lance ses appels au secours, il y a un complot contre moi? S'il a des preuves de ce qu'il a dit, donc il n'a pas peur d'aller à la justice. Devant la justice, il défend, il apporte ses preuves. Donc, je ne comprends pas qu'il soit dans cette situation, qu'il joue à la victime, un complot, etc., alors qu'il pense qu'il a raison, que ce qu'il a dit est vrai. Maintenant, s'il sait au fond de lui-même que c'est faux, pourquoi s'entêter à porter tort à quelqu'un avec quelque chose de faux? Et d'ailleurs, comment on peut croire en quelqu'un sur ce qu'il dit aujourd'hui et sur l'avenir qu'on peut avoir avec lui, si on sait qu'il utilise des accusations fallacieuses et qu'il les maintient aussi? Il sait que c'est faux et pourtant il les maintient. Personne, normalement, ne peut s'attendre à grand-chose de ce qu'il dit. Donc, dans cette affaire, c'est lui qui a choisi le moment de l'attaque. C'est lui qui peut arrêter cette affaire. Et c'est à lui de voir si ça peut porter préjudice ou pas à sa candidature. C'est lui qui est responsable de sa candidature. Ce n'est pas à nous qu'il doit demander de lui garantir les conditions pour se présenter. Ah bien, quelle est votre réaction à la décision de lever l'immunité parlementaire du député Biram? Cette décision ne risque-t-elle pas de compromettre l'équilibre et l'indépendance du pouvoir législatif et judiciaire? C'est toujours le même problème. Il y a une accusation portée contre un citoyen quelconque
qui porte tort à son honneur ou à ses intérêts, de la part d'un député, comment il peut, est-ce qu'il n'a pas le droit de porter plainte contre lui devant la justice? S'il a ce droit-là, est-ce que défendre le député par l'immunité n'est pas une injustice? Le député doit pouvoir se présenter devant le juge et se défendre. Et d'ailleurs, je suis étonné que quelqu'un ait confiance en lui-même, ait confiance en ses arguments, et il dit non, je ne veux pas aller devant la justice pour défendre ce que j'ai dit. Ce que tu as dit, s'il est défendable, tu ne dois pas craindre la levée de l'immunité parlementaire. Tu ne dois pas la craindre. Et ensuite, les parlementaires, ce n'est pas une caste corporatiste qui est là pour se protéger contre les citoyens auxquels ils ont eu à porter tort. C'est pas normal. Nous sommes tous des citoyens, nous sommes tous justiciables et nous devons être traités de la même façon. Vous êtes des députés, mais ça ne vous protège pas lorsque vous commettez un délit ou vous commettez un crime. Ça ne doit pas vous protéger. Donc, nous, en tout cas, on aurait très mal vu que le Parlement, qui doit défendre les droits de tout le monde, ne défende pas aussi notre droit à nous d'avoir une procédure judiciaire qui va viser à démontrer est-ce que ce que lui il dit est vrai ou faux. Parce que la levée de l'immunité parlementaire ne veut pas dire que la plainte est fondée. Ça permet seulement à ce que le député se présente devant le juge. Autrement, il ne peut pas être convoqué par le juge. C'est tout. Vous avez dit que Biram, depuis longtemps, il vous attaque, il vous insulte même si. Mais pourquoi aujourd'hui seulement vous avez porté plainte? Mais ce que je vous dis, je vous ai dit qu'il nous a déjà attaqué gravement et on n'a pas porté plainte dans l'espoir qu'il va s'excuser. On le lui a demandé. Et là, il recommence en nous attaquant par une autre accusation grave. Grave parce qu'elle va créer ce que lui, il connaît comme crise de conscience parmi ces éléments et qui lui a coûté très cher. Et qu'il amène toujours à répéter sans cesse, moi, on ne m'a donné que cela dire. Il veut le mettre sur notre compte. Il veut nous discréditer par cette attitude-là. Il veut porter atteinte à notre honneur. Que nous avons caché ce que nous avons trouvé. Nous avons caché une masse d'argent énorme alors que les gens qui se battent pour nous dans la campagne étaient dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, c'est lui qui a choisi le moment, c'est pas nous. Et nous, comme je vous l'ai dit, on était devant une situation ou bien de lui-même, lorsqu'il a vu notre réaction, il dit non, ce que j'ai dit j'ai entendu, il essaie de corriger, de dire d'ailleurs qu'il n'a pas d'éléments, c'est ce qui est honnête. Ce qui est honnête, c'est tout, il n'y a pas d'éléments. Et à ce moment-là, si on avait nous porté plainte, on peut nous la reprocher. Mais lui, il persiste. Et vous avez écouté tous ces discours où il dit je ne m'accuserai pas, je ne sais pas. Mais il ne dit pas que ce qu'il a dit, il a des preuves là-dessus. Mais parce qu'il l'a dit, il faut qu'il le maintienne. Donc il maintient une diffamation, il persiste dans la diffamation. C'est ça, chacun a son caractère, mais ça veut dire que nous étions devant le choix, soit de porter plainte, soit de porter atteinte à notre propre honneur. Et on a choisi. C'est lui qui nous a mis devant ce dilemme. C'est pas nous. La semaine passée, je dois ajouter aussi que, au fond, si lui n'a pas une certaine stratégie électorale à crier au complot, à jouer au Sonko, etc., c'est une stratégie électorale qu'il est en train de faire. Il n'avait pas besoin de tout ça. Il lui aurait suffi de dire
de dire la réalité, c'est qu'il n'a pas de preuves, il n'a rien, il a dit quelque chose comme ça, et nous on retire notre plainte. C'est très facile. Mais s'il maintient, c'est une stratégie électorale. Pour avoir les sympathies, pour avoir les gens, ce qu'il est en train de provoquer, jouer au son coup. Et après, bon, je ne sais pas ce qui va suivre, mais en tout cas, l'affaire est entre les mains de la justice. On observera comment la justice aussi va se comporter. Dans son dernière interview, il m'avait dit qu'il y a quelqu'un qui vous a poussé à porter plainte contre lui. Il sait très bien que nous, personne ne nous pousse. Ceux qui ont des gens qui les poussent, il les connaît. Nous, on ne nous pousse pas. Donc c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce qu'il a dit. Non, lui, il a commencé par dire que nous avons incité le Taïa à tuer les Négro-Africains. Il a dit que nous avons 500 millions. Comment on peut croire la suite de tout ce qu'il dit? Dans votre réponse, Abiram, vous l'avez assimilé à Hitler et critiqué son discours comme étant un homme. Ne pensez-vous pas qu'il aurait été plus approprié de rester dans le domaine politique plutôt que de recevoir une réponse judiciaire? Le domaine politique, c'est lorsque tu es critiqué politiquement. Lui, je vous ai dit qu'il passe tout son temps à nous critiquer politiquement. Et à tort d'ailleurs. À dire que nous avons fait un pacte, que le pacte c'est l'affaire de l'UFP. Mais le pacte, qu'est-ce qu'il est le pacte? On va parler de ça. Bon, lorsqu'on en parlera, vous verrez qu'il n'y a que les revendications du peuple mauritanien et de l'opposition. Et ceux qui défendent le pacte, ce sont les gens qui défendent l'opposition du peuple mauritanien. Donc, et ensuite, il passe son temps à nous attaquer sur ce plan, nous sommes proches du pouvoir, on n'est pas une opposition. Ben, tant que c'était des critiques politiques, nous avons le choix de réagir et nous réagissons comme on voudra, politiquement. Mais lorsqu'il y a la diffamation, c'est autre chose. Ce n'est pas des critiques politiques, ça. La diffamation, c'est une information mensongère destinée à nuire à celui auquel elle est adressée. Et lui, c'est exactement ça. Il a diffusé cette information pour nous nuire, pour créer une crise de confiance entre moi et mes électeurs, mes partisans, mes alliés, et donc il veut ensuite que je laisse passer. Non. D'autant plus qu'il sait tout le mal que ça lui a créé. Parce que depuis 2020, il passe son temps à répéter « Moi, je n'ai reçu que les Sladir ». Et il pouvait continuer à dire qu'il n'a reçu que les Sladir, mais laissez-moi tranquille, ne pas me mettre dans le même pétrin. Maintenant, en ce qui concerne le fait que je l'ai comparé à lui, non, je ne l'ai pas comparé à lui. J'ai dit que lui, c'est que la divergence entre Birem et nous, à ce que je sache, s'est manifesté dans deux choses. Lorsqu'il a fait l'autodafé des livres malikites, nous avons publié une déclaration condamnant cela, condamnant l'autodafé. Et ça, il nous le reproche tout le temps. Et effectivement, j'ai dit que cette position est juste. Parce que dans le climat islamophobe, on sait que c'est la méthode qui est utilisée, brûler les livres qui intéressent les musulmans, etc. Deuxièmement, on sait aussi que l'autodafé des livres, il faut les critiquer, il faut produire des livres. Si tu es contre Khalil, mais écris un livre, produis un livre contre lui, c'est comme ça que tu peux redresser, tu peux corriger les erreurs ou les pensées qui sont injustes dans ce traité. Donc, c'est ce que j'ai dit. Parce que historiquement, les autodafés, c'est un acte obscurantiste. On le sait, c'est quelqu'un qui veut détruire des idées en les brûlant. Ça n'a pas de sens. Et j'ai rappelé seulement que dans l'Espagne de la Reconquista, lorsque les chrétiens ont reconquis l'Espagne, ils ont utilisé cette méthode de brûler les livres.
et que j'ai utilisé, je me rappelle d'un des grands penseurs de l'époque, qui a dit que là où on brûle les livres, on brûlera les hommes. Et effectivement, en Espagne à l'époque, on a brûlé les hommes. Et effectivement, Hitler, lorsqu'il a brûlé les livres, il a brûlé aussi les hommes après. Donc, c'est très grave d'avoir cette attitude négative. Et j'ai dit aussi que c'était une action coordonnée avec le pouvoir en place, pour détourner, à 2 jours de la grande manifestation qui a appelé au rahil du pouvoir, on a brûlé les livres parce qu'on savait que si on les brûle, l'attention de l'opinion va se détourner complètement de la marche qui était prévue par l'opposition. Et que ça, il a coordonné avec le pouvoir contre l'opposition. C'est ce que j'ai dit. Maintenant ma comparaison s'arrête là. C'est de dire que les autodafés, il ne faut pas que chaque fois il croit qu'il a fait un acte héroïque. Malheureusement, ce n'est pas un acte héroïque. Si je me rappelle, c'est Amadou Ampaté, celui qui a dit qu'en Afrique, quand tu avais une mère, une bibliothèque brûle. C'est ce que vous... Non, ça veut dire autre chose. C'est que un vieillard, pas n'importe qui, mais certains vieillards ont une mémoire, sont la mémoire de la collectivité. Et que c'est une mémoire orale. Et que s'il en demeure, c'est comme si on a brûlé une bibliothèque. Envisagez-vous la possibilité que l'opposition parvienne à présenter un candidat commun capable de rassembler ses forces? Vous savez, l'opposition, actuellement, malheureusement, elle a perdu beaucoup de temps à ne pas savoir ce qu'elle veut. Jusqu'à présent. Et nous, on a pensé par moment qu'elle doit, à partir de l'analyse de la situation, s'orienter vers la recherche d'un compromis national sur les grandes questions. Surtout que le pays est entouré de crises qui peuvent le menacer, qui peuvent menacer sa stabilité, qui peuvent menacer son intégrité territoriale, qui peuvent menacer la paix civile. Et il y a des crises internes aussi qui, dans ce contexte, en ce développement, peuvent nous amener à connaître malheureusement toute l'instabilité qui est dans les pays voisins. Donc dans un contexte qui n'est pas normal, il faut devancer les événements. Et c'est pourquoi, depuis l'arrivée de ce président qui a accepté l'ouverture, nous n'avons de cesse de demander un dialogue national sur les grandes questions qui nous divisent et qui conditionnent la stabilité du pays. Il faut des réformes dans ce pays profondes. Et ces réformes ne peuvent avoir lieu que si tout le monde se met autour d'une table. Le pouvoir en place et l'opposition. C'est comme ça notre conception. L'opposition n'est pas dans une situation où elle peut imposer ces réformes. Pas dans le rapport de force est tel que dans les conditions actuelles, aucune partie ne peut s'imposer. Le pouvoir aussi ne peut pas imposer à l'opposition et au pays tout ce qu'il veut. S'il continue à essayer, il finira comme les autres pouvoirs ont fini. Donc, nous sommes dans une situation où chacun de nous a intérêt à un compromis qui permette à la fois de faire des réformes essentielles qui garantissent la stabilité et en même temps de permettre de créer un espace normalisé où l'opposition ou la majorité peuvent jouer sur les autres questions. Malheureusement, notre tentative du dialogue a échoué en juin 2022 à cause de l'attitude de certains partis d'opposition qui n'ont pas compris que aussi de l'autre côté, il peut y avoir des gens qui sont contre le dialogue et qui peuvent tirer parti de leur attitude négative vis-à-vis du dialogue. Donc je pense que de part et d'autre, il y avait une responsabilité
dans l'échec. Nous avons recommencé notre tentative fin 2022 en demandant, en lançant le mot d'ordre de la recherche d'une entente nationale. Mais nous n'avons pas trouvé d'interlocuteur au sein de l'opposition. Et nous nous sommes adressés au pouvoir. Le président de la République a accepté de discuter avec nous. Il a délégué son ministre de l'Intérieur et nous avons passé avec ses équipes une bonne période à discuter. Nous sommes parvenus à un draft. Ce draft-là, c'était à la veille des élections. On a dit qu'il faut les mettre en pause parce que ça ne concerne pas les élections. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre doute que c'est une manœuvre électorale. Et on a attendu après les élections pour reprendre ce draft et on a exigé que la crise électorale soit prise en considération dans le draft. Et ensuite, on l'a présenté. À l'époque, ça n'était encore qu'un draft, mais sa teneur, on l'a présenté à tous les partis d'opposition, en leur demandant de se joindre à nous pour que ce pacte, s'ils ont des choses à ajouter, de le faire avec nous, c'est tout, et de le signer après avec nous. Fin juillet, on a fait le tour de tous les partis. Ils étaient tous au courant de ce pacte, ils étaient tous au courant de son contenu, et ils nous ont promis de réagir. On a fait 2 mois, aucune réaction. Et à la fin du mois de septembre, on a jugé qu'il faut quand même le signer. Parce que si on ne le signe pas, il risque de connaître le sort du dialogue passé. Et ça devient... Ils ont refusé de signer Ils ont refusé même de nous répondre, de nous dire ce qu'ils pensent de la chose. Bon, lorsqu'on a aussi signé, on est revenu les voir. On leur a dit, le texte final, le voilà. Mais nous avons, avec nos partenaires du pouvoir, accepté que s'il y a des amendements valables à faire, nous sommes ouverts aux amendements. Donc, voyez le pacte, c'est bien. Aucun d'eux n'a, tous d'ailleurs, beaucoup d'entre eux nous disaient, sur le contenu, on n'a rien à reprocher. Et où? Sur le contenu, on n'a rien à reprocher. Quel est votre problème? Non, l'initiative, on n'a pas été associé. Regardez-moi. C'est une question de droit d'auteur. On va mettre en péril l'intérêt du pays, l'avenir du pays, pour une histoire de droit d'auteur. Mais nous, pour nous, c'est pas pour nous. Le pacte n'est pas pour nous. Lisez le pacte. Il n'y a que les problèmes fondamentaux du pays. Ce sont des réformes qui sont demandées par rapport aux grandes questions nationales et qui ont besoin que tout le monde accepte d'y aller. Depuis lors, depuis maintenant la signature, nous tentons de les convaincre de venir. 5 mois sont passés. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Finalement, ils ont fait sortir une déclaration pour dire qu'ils n'acceptent pas le pacte. Et qu'eux-mêmes, ils vont faire une proposition pour dialoguer avec le pouvoir. Voyez-vous, si vous êtes contre le principe du dialogue, on aurait compris. Parce que vous avez une ligne de non-dialogue et nous, on a choisi une ligne de dialogue. Si vous êtes contre le contenu, on aurait compris. Parce qu'il y a des choses qui devaient être mises dans le texte qui ne sont pas mises. Mais le fait, mais vous n'avez rien de tout ça. Et vous dites, vous trouvez une porte ouverte, vous dites non, cette porte ouverte, on ne passe pas dans cette porte. On va nous casser le mur pour ouvrir une porte pour sortir. Donc malheureusement, voilà comment les choses se présentent. C'est pourquoi, après toutes les tentatives, nous avons décidé, avec nos partenaires du pacte, d'aller vers la mise en œuvre des ateliers, même si aujourd'hui nous sommes à l'étroit avec la campagne électorale. Dans quelles conditions on va pouvoir faire les ateliers qui étaient prévus? On a perdu tout le temps. Je vous donne un exemple. On avait prévu un premier atelier sur les élections qui devait corriger tout ce qui est arrivé comme défaillances durant les élections passées. De plusieurs faillances. Énormément de défaillances.
Mais ça demande du temps. Ça demande peut-être des lois, ça demande des textes. On voulait le faire en octobre. On a perdu 5 mois ou 6 mois. Aujourd'hui, quel que soit ce qu'on va proposer, est-ce qu'on aura le temps de le mettre en œuvre avant les élections prochaines? Est-ce qu'on aura le temps? On peut faire des lois, mais les lois vont passer quand? Il faut la session prochaine, en avril. Ça prendra le temps que ça prendra. Et finalement, les élections vont se passer sans que ce soit possible de les mettre en œuvre. Je donne un exemple. Peut-être que sur certaines choses qui ne demandent pas des lois ou autres, on pourra faire quelque chose. Mais on a perdu l'opportunité. Et ça, c'est l'opposition qui s'est qui s'est elle-même compromis ses propres revendications, ses propres intérêts. Vous avez le problème de la hausse des prix. Dans le texte, il est dit qu'il faut combattre la hausse des prix et qu'il faut protéger le pouvoir d'achat des gens. C'est signé par le pouvoir. Donc, mais comment? Le comment, on a convenu d'organiser un atelier sur ça. Depuis 6 mois, le peuple souffre de cette hausse des prix. Et au lieu de se réunir pour voir comment, parce que l'opportunité nous est donnée, avec le pouvoir de voir les mesures concrètes à faire pour limiter la hausse des prix, les gens passent leur temps à crier les prix montent, les prix. Mais vous avez l'opportunité de limiter la hausse des prix. Vous l'avez refusé. Et autre chose, beaucoup d'autres cas. Il y a 18 points prévus pour que l'opposition, le pouvoir, tous les acteurs déterminent eux-mêmes les mesures adéquates pour mettre en œuvre les réformes proposées. Mais voilà, malheureusement, on a pris tout ce retard. C'est un retour de quelques années en arrière. Le temps de l'ancien président, vous avez refusé plusieurs dialogues posés par l'ancien président. Non. Non. Votre information n'est pas exacte. Nous avons, plus que ça, nous avons fait un boycott des élections de 2013 pour imposer un dialogue sur les règles du jeu électoral. Et effectivement, le boycott a continué sur les élections de 2014. C'est renforcé durant les élections de 2014. Ce qui va amener le président, Abdelaziz, à se rendre compte qu'il est parti tout seul. Effectivement, il a trouvé Ibrahim avec lui, mais aucun parti d'opposition. Et il a finalement accepté le dialogue. Et il a appelé au dialogue, donc une année après notre boycott. C'est lui-même qui a appelé au dialogue. Et il a accepté toutes les règles du jeu. C'est-à-dire de discuter de toutes les règles du jeu. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, on était devenu ce qu'on appelle le FNDU. Et malheureusement, on a péché par excès de revendications. On a mis ce qu'on appelle des préalables, on a mis des préalables difficiles à réaliser qui ont donc empêché la tenue de ce dialogue. Pourtant, pendant 1 an et demi, le pouvoir était disposé au dialogue et nous, on était disposés au dialogue, mais on réclamait des préalables qui étaient très difficiles pour lui. Et finalement, lui, il nous a appelés en 2015 à un dialogue, sans tenir compte de ce que nous pensons, de nos discussions avec lui. Il a claqué la porte, il a appelé à ça. Évidemment, en claquant la porte, parce que nous aussi, on commençait à réviser notre position. On cherchait une porte de sortie pour notre dialogue, mais lui ne nous a pas donné l'opportunité en juillet 2015. Et il a voulu imposer le dialogue qu'il veut, lui, selon le format que lui il veut et que nous n'acceptons pas. Un format où les partis sont noyés dans une multitude qui n'est pas concernée. Parce que c'était un dialogue entre l'opposition et le pouvoir. Et là, si on nous noie
notre voix d'ailleurs devient inaudible. Donc on a refusé ce dialogue-là. Et ce dialogue-là a échoué et il va recommencer en 2016 dans le même format, c'est-à-dire un dialogue dont le format est un format qui nous marginalise. Et effectivement, on n'a pas accepté, mais nous étions pour le dialogue tel qu'on l'avait conçu avec ses envoyés. Vous avez dit que l'ancien président est parti seul au dialogue. Il y a des gens d'opposition aujourd'hui qui disent que le pacte encore, que vous et l'RFD, vous êtes seulement les représentants de l'opposition dans ce pacte. Il n'y a que deux partis de l'opposition, alors que ne sont pas présentés au Parlement. Malgré nous, parce que nous avons voulu que tous les autres partis participent. D'ailleurs, s'il y avait une bonne stratégie, une bonne tactique de l'opposition, elle nous aurait chargé officiellement d'aller discuter avec le pouvoir. Parce que nous étions ceux qui étaient les plus capables, par la démarche, par la tactique que nous avons observée depuis le début, nous étions les plus capables de rassurer le pouvoir sur les intentions de l'opposition. Parce qu'un pouvoir, il se méfie. Et le président se méfiait de ce dialogue-là. Donc nos amis de l'opposition devaient nous remercier d'avoir convaincu le président de ce dialogue-là. Et donc lorsqu'on l'a convaincu et qu'on est revenu les voir pour leur dire voilà, on a convaincu le pouvoir d'accepter le dialogue, et venez avec nous, et ils nous ont dit vous êtes partis le convaincre tout seul. Ça n'a pas de sens. Et ensuite, votre remarque, vous n'êtes pas représenté au Parlement. Mais nous, toutes les grandes initiatives politiques qu'on a prises, dans l'histoire, dans notre histoire, courte ou longue, on les a prises sans être représentés au Parlement. Nous sommes des militants. Nous militons pour une cause. Et nous nous battons pour cette cause. Si nous sommes au Parlement, c'est un plus. Si nous avons des sénateurs, c'est un plus. Mais si nous ne les avons pas, ça ne nous diminue pas du tout dans notre volonté, dans notre détermination à défendre la cause pour laquelle nous nous battons depuis très longtemps. Quelle est votre évaluation du mandat actuel du président? Bon, en tant que parti d'opposition, pour nous, le bilan global est un bilan négatif. Parce que les grandes questions, les grands problèmes n'ont pas été résolus. Et c'est pourquoi le pacte est important justement pour régler les grands dossiers qui ne sont pas encore réglés. Je ne dis pas qu'il aurait pu, avec une baguette magique, régler tous les problèmes, ou régler les principaux problèmes, ou qu'il n'a pas eu de difficultés, ou qu'il n'a pas hérité d'une situation catastrophique. Mais le Conseil là, ces problèmes-là ne sont pas encore réglés. Le problème de la GBG et de la corruption n'est pas réglé. Le problème de la cherté de la vie et des souffrances que ça cause du pouvoir d'achat n'est pas réglé. Évidemment, son règlement est très difficile, mais il faut prendre le chemin. Le problème du chômage des jeunes n'est pas réglé. Le problème de la cohabitation entre les communautés, le sentiment d'unité nationale, les problèmes que ça pose, le passif humanitaire, etc., l'esclavage, les pratiques esclavagistes qui persistent, et tout ça, ce n'est pas encore réglé. Et évidemment d'autres choses encore. C'est pas, j'énumère, mais cependant, il y a l'espoir. Et l'espoir, c'est dans cette disponibilité du pouvoir à écouter l'opposition, à essayer de trouver un moyen terme avec elle sur les grandes questions. Donc, il y a l'espoir que tout cela puisse prendre le chemin du règlement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a accepté de considérer que les pouvoirs n'ont pas une immunité
lorsqu'ils quittent le pouvoir, donc on peut vérifier leur gestion. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et d'extrêmement important pour l'avenir. Tout pouvoir qui vient sait qu'on peut, le lendemain de son départ, vérifier ce qu'il a fait. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Deuxièmement, je pense aussi qu'il a pris des mesures sociales nouvelles, il faut le reconnaître, en faveur des couches les plus démunies. Par exemple, cette assurance maladie universelle, mais aussi cette assurance maladie qui a été donnée à 100 000 familles, donc à peu près 500 000 personnes, c'est quelque chose d'extrêmement important. En plus des mesures de transfert de numéraire, de dons de numéraire, ça aussi, on peut discuter de la... Ça, c'est une idée des organismes internationaux, mais je ne sais pas si... On doit se poser une question sur l'efficacité, parce qu'on distribue beaucoup d'argent. Parce que d'abord, on est sûr que cet argent parvient aux concernés, et ensuite cette formule-là, est-ce qu'elle permet de régler le problème? Parce que si vous donnez à quelqu'un de très pauvre 20 000 roupias, il a tendance à la consommer et après de tendre sa main, et donc la situation ne change pas. Donc ça, la procédure est discutable, mais ces mesures sociales, il y a aussi par rapport aux fonctionnaires, il y a eu de petites mesures de relèvement du salaire, etc. Mais au fond, le pouvoir d'achat est catastrophique des fonctionnaires. Le pouvoir est catastrophique, le pouvoir d'achat est catastrophique pour les retraités. Les jeunes ne savent plus où aller, c'est l'exode. Donc il y a une crise sociale terrible. Donc la situation du pays, telle qu'elle existe aujourd'hui, n'est pas reluisante. Et donc ça fait partie de son bilan. Lors de son interview, Biram Dabi a déclaré que le pacte républicain était un acte sombre. Comment vous répondez? On ne lui répond pas le pacte. On n'a qu'à lire le pacte. C'est le pacte. Certains des avantages. Quelqu'un dit comme ça, c'est fait dans des conditions opaques. Mais tout le monde sait que nous avons étalé, étape par étape, toutes les conditions. Avant sa signature, on l'a exposé. Certains d'ailleurs se sont permis de faire de fausses fuites sur le pacte, qui se sont révélées fausses. Comme quoi, c'était une combine, on va demander ceci, il y aura des élections ceci, le président aura un prolongement de son mandat. Vous vous rappelez toutes les histoires qu'on avait. C'est parce que on avait parlé du pacte, c'est parce qu'il était... Et tous les partis d'opposition savaient le contenu, parce qu'on est venu de l'expliquer. Après, maintenant, lorsque ils ne sont pas venus, on l'a signé, on leur a amené le pacte. Et le pacte a été publié, donc il n'y a pas de combine. Il faut que les gens ne pensent pas toujours au combine, au complot. Ça, c'est une tournure d'esprit qui amène quelqu'un à voir dans toute chose un combinement complot. Avant-hier, si je me rappelle, le porte-parole du gouvernement, le président Lamy, a déclaré qu'ils ont rejeté l'initiative du président Messoud El-Belkher. À votre avis, pourquoi vous n'avez pas accepté son initiative? Ne s'adresse pas à nous. Il s'adresse au président qui est là au pouvoir. Si le président ne l'accepte pas, on n'a aucun titre pour intervenir. Vous n'êtes pas membre de ce pacte? Comment? Vous n'êtes pas acteur de ce pacte? Quel pacte? Le pacte républicain. Oui. L'initiative de Messoud ne veut pas corriger des points de... L'initiative de Messoud demande à ce que le président actuel accepte de prolonger son mandat. Il a dit qu'il n'accepte pas de prolonger son mandat. Il n'y a plus de matière à discussion. Envisagez-vous
de vous présenter à l'élection présidentielle prochaine. Comment comptez-vous garantir le soutien législatif nécessaire pour une telle candidature? Voyez-vous, ce qui est important dans les élections prochaines, en tout cas pour nous Mauritaniens, je parle de tous les citoyens, c'est que ces élections, cette fois, soient transparentes. C'est très dangereux qu'elles ressemblent aux élections passées. Il faut qu'elles soient convaincantes, qu'elles soient acceptables par tous. Évidemment, les gens de bonne foi, qu'elles soient acceptables par tous les gens de bonne foi. Et donc, on corrige les défaillances des élections passées, les manipulations, etc., aussi bien au niveau des électeurs qu'au niveau de la centralisation informatique. Ça, je pense que si les élections sont transparentes, on va gagner. Tout le monde va gagner, la Mauritanie va gagner. Parce que quel que soit celui qui va être élu, il est légitime. Et nous, le problème de nos processus électoraux, jusqu'ici, c'est qu'ils ne sont pas légitimes, ils ne légitiment pas celui qui gagne, parce qu'ils sont contestés. Et parce qu'il y a matière à contestation. Deuxièmement, je pense que ce que je souhaite, c'est que aussi ce soit l'occasion d'une compétition de programmes sur les grandes questions nationales. Ce que je viens d'énumérer, l'unité nationale, la question du pouvoir d'achat des populations, la question du chômage, la question de la gabegie et la question de la sécurité nationale. Des questions aussi importantes, que chacun n'a qu'à dire ce qu'il propose. Et que le débat soit un débat politique, national, patriotique, tous les acteurs, et qui ne vise pas seulement et ce débat, s'il se concentre sur des solutions, sur des propositions, doit en même temps éviter quelque chose de capital. Prendre une précaution capitale, c'est d'éviter toute excitation ou toute incitation à la polarisation identitaire, à la polarisation ethnique, à la polarisation de caste, à la polarisation tribale, à la polarisation régionale. Ça, c'est quelque chose d'important. Et tous les candidats, nous devons tous nous méfier de ça. Nous devons tous mettre en garde, et vous, la presse nationale, et tous les observateurs, vous devez être vigilants pour mettre en garde n'importe quel candidat contre toute dérive visant à utiliser les arguments identitaires pour une mobilisation électorale. C'est très grave, c'est ce qui a fait couler beaucoup de pays africains et qui a transformé les élections en crise électorale identitaire. Voilà. Maintenant, moi, est-ce que je vais me présenter? Est-ce que le parti va soutenir quelqu'un d'autre? Quelle est la stratégie qu'on va prendre? C'est une question sur laquelle je ne peux pas me prononcer tant que le Conseil national qui est habilité ne prenne la décision adéquate. Clair. Comment évaluez-vous les récents événements survenus au Sénégal, notamment les tentatives visant à perturber le processus électoral? Le Sénégal nous donne une leçon de maturité extraordinaire. Mais qui pouvait jurer de la stabilité du Sénégal, que la crise du Sénégal allait déboucher sur une solution politique? Qui pouvait? Tout le monde pensait que le Sénégal court vers la confrontation et l'instabilité. Mais c'est toujours comme ça au Sénégal. Les crises atteignent leur paroxysme, mais vous n'avez pas de coup d'État. Vous n'avez pas un déchirement. Et ça finit toujours par une solution politique. Pourquoi? Parce que les acteurs politiques sont patients. Ils n'acceptent pas eux-mêmes de dériver vers les solutions extrêmes, la violence extrême. Il reste des hommes politiques
qui tiennent au système politique et au système républicain qu'elles ont. Oui. Et on peut les comparer aux Tchadiens. Mhm. Les Tchadiens, c'est l'inverse. Dès qu'il y a une divergence politique, automatiquement il y a une dissidence armée. Oui, Et ainsi de suite. Et nous-mêmes, notre problème dans le temps, c'est dès qu'il y a une crise politique, c'est là un coup d'État. Non, s'il y a une crise politique, laissez la possibilité à son règlement politiquement. La leçon sénégalaise. De le régler politiquement. Monsieur le Président, un mot à l'opinion publique à la fin de cette émission. D'abord, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à vos téléspectateurs. J'espère que j'ai pu expliquer les tenants et les aboutissants de l'affaire qui fait beaucoup de débats et qui est pourtant secondaire, qui n'est pas aussi importante que ça, cette affaire de plainte. Et je les appelle tous plutôt à se soucier de ces grandes questions que soulève le pacte, quels que soient ceux qui sont pour les solutions qui sont préconisées ou qui ont d'autres solutions. En tout cas, nous nous tenons dans les assises qui vont avoir lieu à partir du week-end prochain pour l'atelier sur les questions politiques et l'atelier qui va suivre sur les autres questions restantes. Nous tenons à la participation de tous pour que nous parvenions à des solutions consensuelles. Et en tout cas, en Mauritanie aujourd'hui, quelle que soit notre crise, quelle que soit la gravité de notre crise, on peut la résoudre. On peut la résoudre si il y a la bonne volonté de part et d'autre. Et nous gagnerons tous à les résoudre de cette façon. D'ailleurs, notre pays n'a pas une taille critique qui fasse que les grands problèmes, qu'ils soient économiques, ou qu'ils soient sociaux, ou qu'ils soient politiques, puissent être réglés d'une façon plus ou moins accessible. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nos abonnés téléspectateurs via la plateforme Euromédia. À la fin de cet épisode de votre émission Questions indirectes, nous avons eu l'honneur de recevoir ce soir comme invité dans Questions directes le président de l'Union des forces de progrès, Dr Mohamed Ouelmouloud, l'un des acteurs du pacte républicain. Je vous retrouve à la prochaine émission. Je vous remercie.